السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Au-delà des opinions et des positions très idéologiques des uns et des autres, dans chaque camp, il faut regarder la réalité en face. L'Algérie n'a pas d'histoire propre. N'ayant jamais existé en tant qu'État jusqu'à l'indépendance, comme le rappelle Bernard Lugan dans son livre sur l'Algérie, l'histoire à l'endroit. Son voisin, la Tunisie, est peuplé de descendants des Carthaginois, qui, derrière Hannibal, firent trembler la Rome impériale. En Algérie, les Berbères, qui habitaient les zones montagneuses et furent les véritables premiers occupants, sont devenus une petite minorité. Ils sont les descendants de leur reine de Lorès, Caïna, qui se battit jusqu'à la mort contre les Arabes omeyyades au 7e siècle, quand ces derniers passèrent par cette région pour aller s'installer en Espagne. L'Empire ottoman, après en avoir chassé les Espagnols qui étaient installés à Oran et Tlemcen, a occupé le pays de 1515 à 1830. Durant cette période, il a laissé une grande autonomie à son régent, le Dey, qui contrôlait son territoire avec l'aide de janissaires turcs, c'est-à-dire de militaires turcs. Il pratiquait la piraterie et l'esclavage des chrétiens, tel le corsaire, né en Grèce, parce qu'on ne le sait pas, Khizr Khayr el-Din, dit Barberousse, qui alla dans un de ses raids jusqu'à hiverner à Toulon avec sa flotte, et deviendra plus tard le Bey d'Alger. Enfin, à la colonisation turque succéda celle de la France, pendant 130 ans, suite à un coup d'éventail du pacha turc d'Alger contre le consul français Pierre de Val. C'est donc une erreur de croire qu'il y a eu une nation et une histoire algérienne, puisque sa première expression nationale a été la guerre d'indépendance contre les Français de 1954 à 1962, dans laquelle, il faut bien le dire, les chefs algériens furent appuyés par les Américains, par les Russes et les pays du tiers-monde. Ceci explique pourquoi cette guerre est la période fondatrice aux yeux de ses dirigeants et de leur parti politique, le FLN. Avec eux, l'Algérie vit dans le souvenir d'une guerre idéalisée, dont le petit nombre des combattants des wilayas de l'intérieur, qui ont véritablement et farouchement combattu la France, a été remplacé par d'autres, ceux des armées de l'extérieur, qui n'ont quasiment jamais livré bataille, et auxquels se sont rajoutés une multitude de résistants de dernière heure. Leur nombre a proliféré après l'indépendance, comme en France en 1944 après le débarquement. Et la gestion de ces anciens combattants coûte fort cher aux finances publiques algériennes. Il ne faut pas oublier également les terribles conséquences sur le plan économique de la décennie de guerre civile religieuse entre 1991 et 2002, avec son niveau de violence qui fut comparable à la guerre civile idéologique vécue en Espagne durant les années 30. D'un autre côté, ce drame qui a touché directement de nombreuses familles et marqué les générations a permis à l'Algérie d'éviter le printemps arabe, qui fut si funeste dans de nombreux autres pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Malheureusement, après ces années de braise durant lesquelles les militaires ont sauvé la démocratie algérienne, le pouvoir s'est révélé incapable de se remettre en cause. Ceci explique la popularité de l'IRAC, le mouvement de contestation pacifique hebdomadaire qui réclame dans toute l'Algérie une véritable démocratie et la participation des citoyens aux affaires publiques, comme le rappelle la rédaction du Monde dans son livre sur l'état du monde en 2021. On trouve chez les manifestants et leurs sympathisants une bonne partie de cette jeunesse ayant de 15 à 29 ans et représentant 23% de la population, bénéficiant d'un bon niveau de formation, ayant souvent vécu ou travaillé à l'étranger. Cette génération est impatiente de prendre les rênes du changement et introduire les réformes nécessaires. Malgré la nouvelle constitution de 2016
et les poursuites judiciaires contre les abus de certaines élites, le pouvoir reste confisqué. La récente élection d'un nouveau président n'a pas encore produit le changement espéré. Alors face à ce constat, il est légitime de se poser la question de la réussite apparente de son voisin marocain, dont le produit intérieur brut est d'un quart inférieur à celui de l'Algérie et qui ne possède pas d'énergie fossile. Une évidence s'impose. La problématique de ce dernier est totalement différente, car c'est un royaume avec une histoire millénaire. Idriss Ier fut en 789 le premier sultan d'un royaume qui allait de la Mauritanie à la Méditerranée. Et depuis, la continuité du pouvoir central s'est maintenue en dépit des changements de dynastie jusqu'à celle des Alaouites, qui sont venus du Tafilalet, dont le nom provient de leur filiation avec Ali et Fatima, la fille du prophète. Le roi actuel, Mohamed VI, en est le descendant avec le titre de commandeur des croyants, ce qui lui donne bien entendu une légitimité dans tout le monde arabe. Le Maroc a été un protectorat français de la signature du traité de Fès en 1912 jusqu'à 1956. Soit, il ne faut pas l'oublier, moins que le temps passé par la Pologne dans l'Union soviétique. Durant ces 42 ans, les Français ont imposé leur vision coloniale, mais en y introduisant une dimension humaniste, à l'exemple du maréchal Lyautey, qui respecta les institutions et modernisa les infrastructures, comme le rappelle le Maroc diplomatique du 20 août 2019 et le site Hérodote, qui en donne une explication détaillée. Après son accession au pouvoir en 1927, le sultan Mohamed Ben Youssef n'hésita pas courageusement à tenir tête aux résidents généraux successifs envoyés par la France, qui géraient le pays en liaison directe avec les chefs berbères des différentes régions. En août 1953, à la demande du résident général et sans le remplacer, les Français l'exilèrent en Corse, puis à Madagascar. Et ceci déclencha une prise de conscience et la renaissance du mouvement nationaliste qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale. Après 3 années de troubles, le protectorat fut arrêté en 1956 et le sultan réinstallé à Rabat en tant que roi Mohamed V. Comme Mandela en Afrique du Sud, il eut la sagesse de ne pas opposer, dans un esprit de résistance et de revanche, les populations européennes, juives et berbères. Ce qui a permis une évolution progressive du royaume vers son indépendance économique et politique. Régnant sur un pays pauvre, son fils, le roi Hassan II, a tenu le pays d'une main de fer, tandis qu'il le réorganisa en privilégiant le développement des infrastructures et de l'administration civile et militaire. Son fils Mohamed VI, plus libéral, est conseillé par un groupe de jeunes dirigeants formés dans les écoles et universités internationales, a su faire considérablement évoluer le royaume, tout en veillant à préserver les équilibres internes à la société marocaine. Comme l'avait fait le président Bourguiba en Tunisie, il a fait adopter des lois fondamentales sur la place des femmes dans la société. Assurant la stabilité du pays face aux islamistes, il a attiré les investisseurs étrangers, dont ceux de la péninsule arabique. Jouant sur le coût et la qualification de la main-d'œuvre, il a créé de grands centres de développement industriel, comme Tanger ou Kénitra, tout en maintenant la paix sociale. Aujourd'hui, malgré une faiblesse énergétique qui le pénalise par rapport à son voisin, le royaume chérifien est devenu synonyme de bonne gestion et de pôle d'attractivité au Maghreb. On peut ajouter que le Maroc pratique essentiellement l'islam sunnite malékite, qui est enseigné dans les établissements scolaires publics et qui prône la générosité et la tolérance. Pourtant, le parti majoritaire, le parti de la justice et du développement, est d'idéologie islamiste. Le roi en a pris acte et l'a intégré dans les gouvernements, car ce parti affirme vouloir contribuer à la construction d'un Maroc moderne et démocratique. Au plan international, en s'appuyant sur l'Espagne et la France, le Maroc a de bonnes relations avec l'Union européenne, tant sur le plan des échanges économiques que de l'industrie ou du tourisme. Mais la grande réussite du roi est l'Afrique, où son pays
est devenu le deuxième investisseur après l'Afrique du Sud. Il est vrai qu'il s'y est impliqué beaucoup personnellement, multipliant les voyages pour rencontrer les chefs d'État et développer des relations de partenariat. Ayant quitté l'Organisation des États africains en 1984, par suite de la présence de la République sahraoui, le Royaume n'a pas pu faire partie de l'initiative pour le développement régional de l'Afrique. Il l'a donc compensé par un discours et des actions très volontaristes, visant à développer des rapports bilatéraux étroits avec des pays amis de l'Afrique francophone, puis en direction de pays anglophones, et enfin des pays hostiles à sa thèse sur le Sahara occidental. Son retour en 2017 dans l'Organisation de l'Union africaine s'est fait avec le consensus des 55 pays membres, en dehors des réserves de l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Angola. S'appuyant sur Itmar Capital, leur fonds souverain créé en 2006, les Marocains ont beaucoup investi dans le développement durable et, par le biais d'accords de coopération dans les télécoms, les assurances et des projets d'investissement majeurs, comme par exemple le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Sur le plan financier, ils sont devenus progressivement le hub incontournable au niveau du financement d'opérations économiques et industrielles en Afrique. Et j'ajouterai la base avancée des financiers du Golfe. Pour nous, il est malheureusement évident que les Marocains ont remplacé les Français en Afrique francophone au niveau des relations commerciales. Alors que les Espagnols, conformément aux accords internationaux, se préparaient à quitter le Sahara occidental, le roi Hassan II a organisé à partir du 6 novembre 1975 une grande marche pacifique, dite marche verte, pour occuper le territoire situé au sud du Maroc, le long de la côte atlantique. Il a justifié cette mobilisation d'une ampleur nationale, en rappelant que ce territoire faisait partie intégrante du royaume du Maroc, puisque 1000 ans plus tôt, le royaume de Fès s'étendait jusqu'à l'actuelle Mauritanie. 4 mois plus tard, le 26 février 1976, les Espagnols ont commencé à quitter leur colonie. Les troupes marocaines y sont rentrées et le Front Polisario, mouvement armé soutenu par l'Algérie, a proclamé la République arabe sahraoui démocratique et revendiqué la souveraineté sur le territoire. En 1991, après 15 ans de guerre dans le désert, les deux parties ont signé un cessez-le-feu sous contrôle de l'ONU qui prévoyait un référendum d'autodermination. Alors que les Sahraouis vivaient dans des camps de réfugiés en Algérie, le roi Hassan II avait, dès le début de son action, jeté les bases d'un plan de développement de l'ensemble du Sahara occidental qui continue de nos jours, en s'appuyant sur la mise en œuvre d'une autonomie régionale. Et dans ce cadre, parmi d'autres investissements lourds, la ville de La Ayoun a été agrandie et modernisée, et celle de Dakhla a été construite plus au sud, pour recevoir 100 000 habitants et sédentariser les nomades autour d'activités agricoles, maritimes, la région est très riche sur le plan maritime, et industriel. Tout ceci n'a pas empêché, bien entendu, les violations répétées de l'accord de 91 et l'échec de toutes les négociations entre les 4 entités concernées, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et le Front Polisario. Le Front Polisario, appuyé par l'ONU, continue à demander son référendum, tandis que le Maroc développe son concept d'autonomie territoriale.